Bonjour, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui dans l'émission, l'interview de The Cave, la critique du jeu Retro City Rampage, puis Retro & Magic Warhammer 40 000. Warhammer, j'y ai joué, pas longtemps, quand il faut beaucoup de place, beaucoup d'amis, il faut des centimètres pour jouer, et au bout d'un moment, en fait, tu t'amuses plus qu'à peindre les figurines, et après t'arrêtes parce que ça prend la poussière, mais on commence avec les news. I am you from the future. There's no time to explain. Follow me to... Oh Christ! Vous êtes vous, et votre vous du futur vient vous avertir, mais il n'a pas le temps de vous expliquer ce qui est si important pour lui, enfin, pour vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous lancer dans ce jeu de plateforme indé bien efficace, armé simplement de votre laser du futur. No Time to Explain était à la base un jeu Flash sorti sur le web en janvier 2011, puis après un passage par la case Kickstarter, le jeu est retravaillé pour sortir sur PC et Mac. L'ambition des développeurs de Tiny Build Games est de porter aussi le jeu sur Xbox 360 et PS3. Après bien des efforts et du travail imprévu comme le laisse entendre l'équipe sur leur blog, le jeu a enfin passé les étapes de validation de Steam Greenlight. Il devrait être disponible très prochainement sur la plateforme de téléchargement pour une dizaine d'euros. C'est un peu la période de disette pour les possesseurs de PS Vita, comme on avait déjà pu le remarquer. C'est pourquoi deux titres distribués par Exceed Games sur le PSN européen à partir du 16 janvier, en direction de la portable de Sony, pourraient tirer leur épingle du jeu. Pour ne pas dire être accueillis comme le Messie. D'autant plus que ces titres se remarquent, intriguent, possèdent une véritable personnalité. Tout d'abord, Sumi Oni Demon Hearts. Sumi, c'est l'encre en japonais. Dans ce jeu de plateforme développé par Acquire, le studio à l'origine de la série des Tenchu, vous contrôlez le démon Agura qui parcourt le Japon féodal en quête de rédemption. Vous pourrez interagir avec l'environnement et vos ennemis via un pinceau et des traits d'encre que vous tracerez à même l'écran grâce à une des deux surfaces tactiles de la console. L'écran de derrière servira principalement à remplir sa réserve d'encre. Le tout rappelle évidemment l'inoubliable Okami. Le gameplay n'a pas l'air aussi nerveux que son illustre prédécesseur et plus orienté action plateforme 2D. Mais à une dizaine d'euros pour une trentaine de niveaux, on est prêt à lui laisser sa chance. L'autre titre surprenant édité sur Vita via le PSN à la même date par Exceed Games, c'est le jeu musical du studio Neilo dont on vous avait déjà parlé, Orga Rhythm. Rencontre étonnante entre le Rhythm Game et le RTS, ce jeu est développé par le nouveau studio de Hirai Takashi qui a participé à des titres comme Shenmue, Space Channel 5 2 ou encore Meteos. Comme dans un patapon, le joueur donne des ordres à ses unités sur le terrain par des commandes rythmiques. Chaque unité possède ses forces et ses faiblesses, gérées par un système triangulaire à la pierre, feuille, ciseaux. Plus le joueur sera en rythme, plus ses unités seront efficaces. Le jeu inclut aussi des modes coop et versus online, avec de nombreux niveaux supplémentaires téléchargeables. Avec son concept original, on n'imaginait pas forcément ce titre arriver chez nous. Et pourtant, il débarque donc à partir du 16 janvier sur le PSN, pour un peu moins de 15 €. No Life, c'est une chaîne de partage. C'est une chaîne où le public peut interagir sur les événements. Vous le savez. C'est pour ça qu'il y a des abonnés, des choses comme ça. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, 101% devient aussi une émission où on peut faire ces petites annonces. Donc voici le premier 101% avec petites annonces. Alors, c'est une annonce de recherche de logement. Suite à un problème de logement, cherche lieu pouvant recevoir 27 000 officiers, 774 000 membres d'équipage, pilotes et soldats, 400 000 techniciens ainsi que 25 000 Stormtroopers. Contactez l'Empire, donc si vous avez un lieu assez grand, voilà, ils seront très très contents. On regarde l'interview de The Cave. Ron Gilbert est un game designer de légende dans le monde du jeu d'aventure. Il figure parmi les créateurs de Maniac Mansion, Indiana Jones 3 et Monkey Island 1 et 2. Après avoir passé 10 ans dans le domaine du jeu d'aventure pour les plus petits, il est revenu aux jeux vidéo traditionnels avec Death Punk et nous présente aujourd'hui un nouveau titre, The Cave. It's an adventure game about these 7 characters that go into this dark, deep, sentient, talking cave, looking for what each of them desires the most. It's an adventure game, so there's a lot of puzzle solving. There's a lot of exploring the world, picking up items, figuring out how to use them to solve puzzles in interesting and clever ways. We really looked at adventure games and what could kind of be streamlined and cut away from them
Inventory was one of the things that I felt was getting kind of bloated over the years, so there's no inventory in the cave. Just running around the world is just something that's fun to do. At the start of the game, you see all 7 characters sitting above the ground around a campfire. And at the very beginning of the game, you can actually switch between all 7 characters. And then there's this point where 3 of the characters get trapped inside the cave. And that's the point where you can't switch to the other 7 anymore. And then you've kind of picked your 3 that you're going to use to play the game with. When you pick different characters, a couple of things change. Each character has their own story. Plus the characters, they have different ways of solving puzzles. You know, the time traveler, she can teleport. So she can teleport through, solid walls. And so there might be, some object behind a door, and she can just teleport through the door, pick up the object, and teleport out. Where if you didn't have the time traveler, you'd have to solve a much more complex chain of adventure game puzzles to get the door open. So, throughout the entire game, there's all these ways that different characters can use their abilities to solve puzzles differently. And then the big way that it's different is there are giant areas of the cave that are themed for the 7 characters. Alors que c'est son dernier jeu en date, The Cave est un projet qui trotte dans la tête de Ron Gilbert depuis un bon moment déjà. Il a fallu que Tim Schafer le convainque de s'y mettre pour enclencher le projet. The cave's an idea that I've had for going on 25 years. It actually predates Maniac Mansion. And it was just an idea about these 3 explorers that go into this, sentient talking cave. And then over the years, I would think about it a little bit, and then it would go away, and then I'd think about it some more, and it would go away. And a couple of years ago, I was thinking about it again, and I happened to be having lunch with Tim Schafer, and I told him about the idea, because it had popped up again, and he really liked it, and said, well, that's a really, really clever idea. Why don't you come to Double Fine and let Double Fine make the cave? And it seemed like a great idea. I could never work on a game with 100 or 200 people, like these giant AAA games. I like smaller teams where, everybody can be involved in the process and everybody can throw out ideas and, everybody just really kind of knows, the game that we're making. So I tend to like really small teams. Maniac Mansion was 3 people, right? It was myself, Gary Winnick, and David Fox, and that was it. Monkey Island was only 7 people, myself, Dave Grossman, Tim Schafer, and a couple of artists. So I've always enjoyed really small teams of people. Yeah, good puzzles and adventure games are kind of difficult in some ways. They should always make sense. They should always seem logical. You should never feel like you're just randomly combining one object with another. Even if you don't really understand it initially, it's like once you solve the puzzle, you should go, oh, I get it. I totally should have seen that, right? That's kind of a good adventure game puzzle. A good adventure game puzzle is a puzzle that, you'll spend a little bit of time just really perplexed. Then this light bulb will just go off in your head and it's like, oh, I get it. And then you just run through and do all the stuff to solve the puzzle. And, it's that feeling of accomplishment, that's kind of the successful part of an adventure game. Les fans de jeux d'aventure à base de puzzles sur ordinateur ont vécu une longue traversée du désert à la fin des années 90. Aujourd'hui, il semble que le genre revienne en force. It's really great that a lot more people want to play adventure games, and the market does seem to be growing at a good rate these days. And it's like, in my opinion, most of that comes from, there's just a lot more people playing games today. Because of mobile devices, just everybody plays games. I take the train to work every morning, and half the people on the train are playing games. Because of that, most people that play games, they're not interested in hyper-violent games. They're not interested in games where it's like super fast reaction times. They do like slower, puzzle-oriented. I mean, the best-selling game in the history of gaming is Angry Birds, right? I mean, they've done about 1 billion copies of that game, and it's a puzzle game. It's very slow, and you have to figure things out as you launch the birds. People like that kind of stuff, and adventure games are something that can deliver that to people, but also have a lot of really good story, a lot of good characters, interesting dialogue. So that's why there's just a lot more people interested in adventure games today. The Cave est prévu sur Nintendo eShop, PlayStation Network, Xbox Live Arcade et Steam les 22 et 23 janvier. Ne manquez pas la critique la semaine prochaine dans 101%.
On continue avec les petites annonces. Cette fois, c'est une vente. Vent chasseur stellaire de type T-65 X-Wing, peinture métallisée de chez Incom Corporation. Très peu servi, bon état, passé au contrôle dernièrement, vendu sans droïde astromécano, c'est bête, et sans le plein, accepte carte bancaire sauf carte électron. Voilà, on regarde la critique du jeu Retro City Rampage. De temps en temps, rarement, un jeu sort et semble nous être tout spécialement destiné. Le concept et l'enrobage nous convient parfaitement, comme s'il avait été développé pour nous, comme ça, cadeau. Retro City Rampage, pour l'auteur de cette critique, c'est un peu ça, un cadeau du ciel. Ou plutôt d'un certain Brian Provinciano, qui cumule sur le jeu les fonctions de producteur, programmeur, graphiste et game designer. Ce développeur canadien, également fondateur de V-Blank Entertainment, est un vétéran de l'industrie du jeu vidéo. Il s'est fait aider de 4 autres personnes, un graphiste et 3 personnalités de la scène chiptunes pour tout ce qui touche aux musiques et au son. Le projet Retro City Rampage a débuté en 2002. À l'époque, Brian souhaitait refaire GTA 3 sur NES, un projet homebrew donc, qui switcha finalement sur PC, avant de finalement être annoncé sur une multitude de plateformes sous la forme d'un nouveau jeu à part entière. Téléchargeable sur PC depuis octobre dernier, il est désormais disponible en Europe sur XBLA, PSN et peut-être même sur WiiWare au moment où vous verrez cette critique. Retro City Rampage est un GTA-like parodique, blindé de références et de caméos, reprenant une esthétique 8 bits. Si vous aimez les open world, les fouloirs et les gros pixels, autant dire que vous allez passer de très nombreuses heures à écraser des petits bonhommes hauts comme 3 pixels. D'autant plus que Retro City Rampage ne coûte qu'une petite dizaine d'euros. Le scénario de Retro City Rampage est à l'image des premières minutes de jeu. Hystérique. Tout débute le 18 octobre 1985 dans un coin de la ville de Sevstropolis. The Player tombe sur une annonce pour devenir un homme de main et saute dessus. De la thune, la sécu, un portable gratos, comment résister? 3 ans plus tard, il se voit invité à participer à un braquage. The Player prend alors le volant et fonce vers le point de rendez-vous qui le mène à l'ennemi public numéro 1, le Jester, avec sa coupe à la Tahiti Bob et sa team de Panou Panou. S'ensuit à toute vitesse une série d'événements et de mini-tutoriels qui conduiront le joueur à braquer une banque, échapper à la police, emprunter le TARDIS pour finalement rencontrer le Doc de Retour vers le futur. Tout ça en l'espace de quelques minutes. C'est sur ce rythme effréné que débute l'aventure Open World de Retro City Rampage qui vous conduira à travailler pour plusieurs NPC, que ce soit via la campagne principale ou les mini-quêtes dispersées sur la map de Sevstropolis. Des phases de jeu plutôt variées faisant référence à une multitude de titres tels que Metal Gear, GTA bien sûr, Paperboy ou encore Frogger. Se familiariser avec les contrôles de Retro City Rampage n'a rien de compliqué. Brian Provinciano a en effet conçu une espèce de tutoriel en 2 temps, en se basant sur son expérience de développeur, qui a démontré que les joueurs ne font guère attention au premier tutoriel. Le jeu reprend le gameplay d'un GTA avec des phases à pied permettant d'utiliser plus d'une vingtaine d'armes différentes et de verrouiller une cible, mais aussi de se planquer derrière les éléments de décor via un cover system ou encore de piétiner ses adversaires en leur sautant sur la tête dans le plus pur style Super Mario. Bien évidemment, il sera possible de s'emparer de n'importe quel véhicule, une quarantaine en tout, pour se balader en ville et engranger de l'argent en écrasant un maximum de passants. Un système de combo a même été mis en place pour récompenser les errances meurtrières motorisées. Bien évidemment, ce faisant, vous ferez monter une jauge de menaces qui mettra toutes les forces de police à vos trousses, puis l'armée avec tanks et hélicoptères. Retro City Rampage, reprenant à l'identique la structure d'un GTA, vous avez le choix de poursuivre les missions du mode histoire ou de vous consacrer à un minigame quelconque, comme les missions Carnage. Les jeux hommages à d'autres productions indées comme Beat Trip Runner, accessibles dans la salle d'arcade, sans oublier les casinos. Et puis vous pourrez aussi personnaliser votre personnage pour lui visser un chapeau sur le crâne, modifier sa tête ou simplement changer sa coupe de cheveux. Le menu principal vous permet également d'accéder à plusieurs options de jeu, le mode scénario bien sûr, mais aussi le mode arcade permettant de rejouer directement aux défis débloqués ou encore le mode libre. Il sera même possible de consulter les classements en ligne ou visionner les replays de ses performances que l'on peut enregistrer à l'issue d'un défi. Autant dire que pour un jeu développé à 95% par un seul homme, les joueurs ne seront pas floués niveau contenu.
Une partie assez conséquente de l'intérêt de Retro City Rampage se situe dans sa propension à faire vibrer votre corde rétro-sensible. Si vous avez grandi au milieu des gros pixels, alors le look 8 bits du jeu devrait vous séduire. Dans le cas contraire, c'est une autre histoire. D'autant que le jeu regorge littéralement de références aux années 80-90, ne se limitant pas aux jeux vidéo. À ce niveau, chaque joueur réagira différemment. Mais tout pixelisé soit-il, les graphismes du jeu sont variés, détaillés et fourmillent d'animations rigolotes et de détails planqués. Côté gameplay, oui, le jeu est répétitif. Et passé l'effet de surprise, l'enthousiasme premier se tasse un peu, mais un peu seulement. Parodie oblige, Retro City Rampage n'apporte finalement pas grand chose de neuf pour compiler avec humour des phases de gameplay déjà vues ailleurs. On regrettera aussi que la map soit illisible car trop petite et que certaines missions nécessitent une longue phase d'apprentissage qui aurait pu être évitée si leur objectif avait été plus clair. Ah, et puis traduire le jeu en français c'est bien, mais sans les fautes, ça aurait été encore mieux. Ceci dit, la trad est plutôt rigolote. Retro City Rampage est donc un jeu imparfait, mais il est très difficile de résister à son rétro appeal et à son évidente générosité. Comme on le disait au début de cette critique, pour beaucoup de vieux gamers amateurs d'open world, ce titre est définitivement un joli cadeau emballé dans un beau papier rétro. On continue les petites annonces avec cette fois une disparition, bien triste disparition. Donc je vous lis l'annonce comme on l'a reçue. Je m'appelle Grido et j'ai 8 ans. Mon papa a disparu il y a quelques semaines et j'aimerais beaucoup qu'il rentre à la maison. Il me manque. Il a dit qu'il allait à Mos Eisley pour travailler, mais il n'est jamais revenu. Tenez-moi au courant, je pleure tous les soirs dans mon lit. Bien triste. On regarde Retro Magic Warhammer 40 000. Dans un précédent Retro Magic, nous avons passé en revue les différentes adaptations de Warhammer, le jeu des batailles fantastiques en jeu vidéo. Mais en 1987, Warhammer allait recevoir un petit frère, Warhammer 40 000, mettant en scène un univers de science-fiction sombre et désespéré, dans lequel l'impérium de l'humanité affronte les menaces extraterrestres et les forces cosmiques du chaos. L'univers Warhammer 40 000, plus encore que son alter ego fantasy, a connu de nombreuses adaptations en jeu vidéo. Space Crusade est souvent considéré comme l'équivalent d'HeroQuest dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est donc sans surprise que Gremlin Interactive en tire un jeu vidéo dès 1992. On y prend le contrôle d'une escouade de Space Marines chargée de nettoyer les coursives d'un vaisseau envahi de Xeno. Il s'agit d'un jeu de combat tactique au tour par tour, basique mais efficace. Parmi les points mémorables, notons le changement de perspective lorsque le combat est engagé. La vue du dessus laisse alors la place à une vue en 3D isométrique. L'année suivante, c'est Electronic Arts qui se charge d'adapter un autre célèbre spin-off du wargame futuriste de Games Workshop, Space Hulk. Il est à nouveau question de diriger une escouade de Space Marines et d'affronter des extraterrestres vicieux, mais l'ambiance et le style de gameplay sont cette fois-ci totalement différents. Le jeu prend place à bord de Space Hulks, de gigantesques épaves de vaisseaux dérivant dans l'espace, dont les entrailles se trouvent infestées de Gene Stealers, des aliens peu ragoûtants qui semblent de lointains cousins du xénomorphe de H.R. Giger. Les Gene Stealers utilisent les Space Hulks pour atteindre de nouvelles planètes à envahir. Lorsqu'un Space Hulk est repéré, les Terminator Space Marines sont envoyés à bord pour un grand nettoyage. Mais les Gene Stealers sont nombreux, rapides et malins. Pour triompher, le joueur devra faire preuve d'une stratégie sans faille. Chaque escouade comporte 5 Space Marines et leurs caméras frontales sont affichées simultanément à l'écran, permettant de voir ce que chaque soldat voit. Le joueur ne peut contrôler qu'un Space Marine à la fois, les autres sont pilotés par l'IA. Les déplacements s'effectuent en case par case, comme dans Dungeon Master. Le jeu se déroule en temps réel, ce qui veut dire que le joueur est sans cesse assailli de vagues de Gene Stealers. Si un Gene Stealer arrive au contact, en général, c'est fini pour le malheureux Space Marine. Il va donc falloir apprendre à déplacer ses troupes de manière à couvrir tous les angles. Heureusement, le joueur peut geler le temps et donner des ordres à l'escouade via un menu tactique. Mais le temps ne reste pas gelé éternellement, et ce répit ne dure que quelques instants. Space Hulk a marqué les esprits pour son ambiance oppressante et stressante. Au moment de sa sortie, c'était l'un des jeux les plus effrayants jamais réalisés.
Encore aujourd'hui, voir surgir un Gene Stealer dans le champ de vision d'un Marine impuissant fait son petit effet. Embuscade! Space Hulk proposait de jouer au scénario du jeu de plateau ou bien de prendre part à une campagne mettant en scène le chapitre Deathwing. La campagne avait une dimension RPG puisqu'il fallait gérer l'équipement et l'expérience de ses troupes. 3 ans plus tard, une suite de Space Hulk voit le jour, mettant cette fois-ci en scène le célèbre chapitre des Blood Angels. Le principe de base n'a pas changé, on retrouve le mélange de FPS, de stratégie et de survival horror. La formule se révèle toujours aussi efficace et prenante. La principale amélioration se situe au niveau des graphismes et des déplacements. Le jeu propose désormais un moteur à la Doom, dans lequel on se déplace librement et plus case par case. Il s'agit encore une fois d'un excellent titre et d'un vrai classique, à condition d'avoir les nerfs solides. En 1997, c'est un autre spin-off de Warhammer 40 000 qui connaît les honneurs d'une adaptation en jeu vidéo, Epic 40 000. Epic est une déclinaison du jeu proposant des figurines de 6 mm, beaucoup plus petites donc, et permettant donc des batailles à plus grande échelle. En jeu vidéo, cela donne un grand wargame au tour par tour, Final Liberation. Le jeu narre la guerre que se livrent l'Imperium et une WAG d'orques pour le contrôle de la planète Volishtat. Le scénario s'avère efficace et le jeu offre de nombreuses possibilités tactiques. Un peu intimidant de prime abord, Final Liberation est l'une des meilleures adaptations de l'univers Warhammer 40 000 en jeu vidéo. En plus, la bande-son est tout bonnement excellente. Après les batailles rangées aux milliers de figurants de Final Liberation, Chaos Gate prend le parti opposé. Comme Space Crusade et Space Hulk, le joueur dirige une escouade de Space Marines du chapitre Ultramarine, devant affronter les ennemis de l'Imperium, en l'occurrence les Space Marines du Chaos du chapitre des World Bearers. En plus de ces petits soldats, le joueur pourra également utiliser quelques véhicules histoire de pimenter les affrontements qui se déroulent au tour par tour. Chaque marine gagne des points d'expérience et peut améliorer son équipement, donnant au jeu un petit côté XCOM, la gestion de base en moins. En 1999, SSI propose son 3e jeu Warhammer 40 000 et il s'agit à nouveau d'un gameplay très différent. Rights of War est en effet un bon vieux wargame à hexagone reprenant le gameplay et le moteur de Panzer General 2. La principale originalité du titre est de mettre en scène non pas l'Imperium mais les Eldar, cette ancienne race qui erre à travers le cosmos à bord de vaisseaux mondes. Les Eldar doivent récupérer d'anciens artefacts tombés aux mains des humains et devront plus tard faire face à une invasion de tyrannides. Par la suite, c'est THQ qui récupère les droits pour réaliser des jeux vidéo dans l'univers Warhammer 40 000. Son premier titre, basé sur cette franchise, sera développé par Kuju Entertainment. Il s'agit de Fire Warrior, un first-person shooter plaçant le joueur dans la peau de Case, un guerrier de la race des Tau, des aliens à la technologie avancée. Comme dans Rights of War, les humains sont donc les ennemis, ayant dévasté une planète Tau et enlevé un de leurs chefs, l'éthéré Kovash. Malgré cette petite touche inattendue, Fire Warrior se révèle un FPS très basique et pas très palpitant. Malgré ses débuts un peu décevants, THQ s'associera à Relic Entertainment pour donner naissance l'année suivante à ce qui reste, de l'avis de l'auteur de cette rubrique, la meilleure adaptation de Warhammer 40 000 en jeu vidéo, Dawn of War. Voilà, ce 101% est terminé, mais avant de vous quitter, je vais profiter du changement de la loi du CSA. Avant, on n'avait pas le droit de dire Facebook et Twitter. Et là, vous avez vu, je suis pas bipé. On a le droit maintenant de dire en télé Facebook et Twitter. Donc voilà, Facebook et Twitter. Et donc il y a quelques jours, sur Twitter, j'ai eu une idée. J'ai fait une vanne. J'ai fait la première vanne que j'ai fait dans l'émission où je disais que l'Empire avait perdu l'Étoile Noire et qu'il cherchait des nouveaux locaux.
Ça a marché, j'ai eu plein d'autres idées, j'en ai envoyé plein. Les gens riaient, répondaient, je me suis dit, ah c'est bête, il faudrait qu'il y ait un site où les gens puissent marquer leurs fausses annonces Star Wars. Et je l'ai créé, j'ai créé le site qui s'appelle email.xooit.fr, ça s'affiche ici, et c'est un forum où vous pouvez faire des fausses annonces Star Wars. Ça s'appelle Email The Force Be With You, c'est un jeu de mots. Voilà, donc venez, il n'y a rien à gagner, rien à perdre, et on rit. Voilà, puis aussi, si vous pouvez me suivre sur ou faites-le. Bah Alex, pourquoi ça a bipé? Tu m'avais dit qu'on avait le droit de le dire. Ah oui, t'as le droit de dire Facebook et Twitter, sauf pour faire la promo de ton Facebook et ton Twitter, là c'est pas permis. Ah donc j'ai le droit de dire le et le de Monsieur Poulpe, ils sont vraiment bien. Ah non, parce que là tu fais de la promo pour lui. Donc là c'était bipé. Très bien, on essaiera de comprendre ça dans une autre émission. Au revoir.